L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux mercredi 17 septembre, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, assurez-vous d'activer la petite cloche parce qu'il ne faut pas louper ces actus et il y a un bon petit florilège aujourd'hui dans l'actualité. Donc, sans autre introduction, on fonce dans cette actualité qui est vraiment passionnante aujourd'hui dans le monde de l'IA et pas que. Vous allez voir ça et on va attaquer par GPT-5 Codex, un nouveau modèle, une nouvelle fonctionnalité qui sont arrivées. Qu'est-ce que c'est? Je vous en parle et après je vous parle de ChatGPT aussi, je vous parle de YouTube qui fait sa révolution, je vous parle de robots. Voilà, il faut absolument que vous soyez au courant de tout ça. Vous êtes bien abonné? Ouais? Activez la petite cloche? Ouais? Alors on y va pour les actus du jour. Donc, GPT-5 Codex, qu'est-ce que c'est? Alors, Codex, c'est un truc que vous avez déjà probablement vu passer si vous êtes un utilisateur payant. Oh, c'est réservé à ceux qui payent, c'est pas gentil. Oh oui, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous allez dans votre ChatGPT préféré, vous aurez peut-être noté qu'ici, il y a un petit truc qui s'appelle Codex. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Eh bien, c'est un arsenal. C'est devenu un arsenal, là, depuis hier. Ça a été mis à jour. Ça existe déjà depuis un petit moment. Codex, c'est une IA, un système avec de l'IA qui est dédié à tout ce qui est développement, codage. Et ça a profité d'un revamping, d'une mise à jour majeure, d'une part avec les fonctionnalités qui sont dans ce codex, comme vous l'avez vu, accessible directement depuis ChatGPT. C'est un site à part, chatgpt.com/codex. Voilà, vous pouvez aller dessus directement. Et en plus, l'IA qui est utilisée dans ce système qui vous aide à développer avec l'intelligence artificielle a changé aussi, puisque vous connaissez le principe. GPT-5 est sorti, et bien il y a un nouveau modèle maintenant, une nouvelle version de modèle qui est GPT-5 Codex. Donc on a mis à profit tout ce qu'on savait bien faire dans GPT-5 pour que ce soit intégré dans Codex et que ça code encore mieux. Est-ce que c'est juste une mise à jour d'une IA dont on ne servira pas? Mais pas du tout, ça va très très loin cette histoire. Je vous ferai une petite découverte, d'ailleurs je vous ferai une vidéo à part pour faire une petite découverte de la petite galaxie Codex, parce que le truc est devenu dingue. Ce que vous devez comprendre, alors vous pouvez trouver le papier qui va bien concernant l'upgrade de Codex, donc à la fois Codex, le système, plus l'IA qui est dedans, qui est maintenant propulsé par GPT-5. C'est un truc assez magique que vous devez piger dans les grandes lignes, avant que je vous fasse le petit tuto découverte là-dessus. Déjà, vous devez comprendre que c'est une IA spécialiste du code et qui est en plus agentique. Elle est agentique, c'est-à-dire qu'elle est capable, quand cette IA, donc GPT-5 pour Codex, génère des trucs, elle est capable de déclencher des choses également. Et c'est génial pour le code, parce que c'est pas juste ta petite IA, ton petit assistant IA classique à qui tu veux dire « développe-moi un petit jeu, je t'écris le code, finito ». Non, c'est une IA agentique dédié au code. Donc tu vas lui dire, s'il te plaît, j'ai un programme à faire. Attends, je vais installer les fichiers d'abord. Ah bon, d'accord, très bien. Maintenant, je vais modifier les fichiers. Ah bah attends, bouge pas. Maintenant que j'ai fini de te développer les fichiers, je vais m'assurer de leur cohérence. C'est bon, ça a l'air... Mais comment t'as décidé ça? Tout ça, c'est agentique. Ça bosse comme un développeur. C'est un peu votre copain développeur qui développe avec vous. Du coup, voilà, c'est comme si vous aviez une autre personne, un assistant qui développe avec vous. Vous pouvez lui confier plein de tâches. Ce nouveau GPT-5 Codex, ce nouveau Codex, eh ben, il est multitâche. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, bah, tiens, sur le projet qu'on a développé la semaine dernière, tu vas me documenter tout ça. Très bien, je vais documenter. Tiens, sur un projet là, je sais pas quoi te demander, teste-le. Bah, essaye de trouver des bugs. Il va le faire. Il va essayer de faire tourner le machin, analyser les fichiers, faire lancer le truc, il est agentique, et puis se dire, bah maintenant, je vais tout tester pour voir s'il y a des bugs. Ah oui, là, je pense qu'il y a des bugs. Ah, j'ai découvert une optimisation qu'on pourrait faire, mais elle n'y est pas. Est-ce que tu veux que je la fasse? Vas-y, boss. Puis tiens, pendant ce temps-là, tu documenteras les trucs que j'ai fait avant. Il peut faire plein de tâches de développement à vos côtés, en lançant plusieurs tâches, et en plus, alors vous allez me dire, si on lance plusieurs tâches, il a beaucoup de boulot, Pépère. Et bien justement, ce nouveau ce nouveau codex, pardon pour les largesses de vocabulaire, ce nouveau codex, il est capable de bosser très très longtemps. Et ça aussi, c'est game changer. C'est pas juste produis-moi du code et je vais me débrouiller pour y passer la nuit pour l'intégrer dans ce que je fais. C'est je suis capable, moi, codex, de digérer des tâches qui vont me prendre 7 heures. Voilà, si je te dis, tu me développes tout un système où, regarde, je te branche sur mon énorme programme que j'ai fait, un outil SaaS magnifique, tu vas tout m'analyser, puis tu vas me rajouter des fonctionnalités, puis tu vas faire des jeux de test, puis tu vas optimiser les bases, puis tu vas... Il sait le faire. Et il lance sa requête, elle peut durer 7 heures, vous allez dormir, vous vous réveillez le lendemain matin, est-ce que tu as fini? Oui, j'ai fait tout ça. Il a bossé,
Il a fait le développeur. Donc on rentre dans une nouvelle ère de l'IA pour le développement et le code, qui n'est plus je me sers d'une IA pour me produire un code que je fais, pour analyser un code que j'ai fait, pour... Hein, non, c'est de l'IA agentique, c'est un copain codeur à côté de vous qui bosse avec vous. La fin des développeurs? Non, le début des super développeurs qui vont avoir autour d'eux une armée de petits stagiaires qui vont être codex. Ce petit stagiaire, il est calé quand même, parce que le GPT-5 Codex, justement, est hyper bien orienté pour produire du code, analyser même votre code et se dire tiens, Renaud il code comme ça quand il code en Python, bah je vais coder un peu comme ça il s'y retrouvera. Et il est capable de scaler un petit peu sur ce que vous avez développé. Donc on a vraiment franchi un level supérieur, un niveau supérieur. En français c'est mieux, Renaud, merci. Bon voilà, un step up, voilà, si vous voulez de l'américain, en voilà, puisque ce modèle GPT-5 au service de Codex, il a été entraîné sur des très gros projets informatiques. Donc c'est vrai que c'est pour des développeurs, des codeurs, ça peut être aussi pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je vous ferai un tuto pour vous montrer qu'il est accessible de un peu partout. D'ailleurs, il est génial parce que vous pouvez y accéder sur votre machine, le brancher sur un dépôt GitHub, même y accéder sur une appli mobile. Et en fait, vous pouvez le faire bosser d'où vous voulez, en fait. Et il va bosser sur les mêmes projets en gardant la cohérence. Bref, c'est assez magique et ça nous fait rentrer aussi, nous qui ne sommes pas développeurs ou pas super bons développeurs, dans un monde où vous allez pouvoir avoir un développeur avec vous. Bon, alors que vous soyez développeur ou pas, il faut que vous vous intéressiez à ce truc-là parce que ça a un pouvoir transformationnel, pour pas dire c'est disruptif, vous n'aimez pas que je dise ça, c'est un pouvoir transformationnel qui est assez balèze et qu'il faut regarder de près. Je vous ferai un tuto là-dessus, une découverte là-dessus, mais intéressez-vous donc à ce fameux Codex et GPT-5 Codex. Un chat GPT pour les ados? Si, c'est un vrai sujet. C'est une annonce faite très sérieusement par OpenAI. Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont se dire c'est une horreur, et d'autres qui vont se dire c'est vachement bien. Et je suis entre les deux. Je suis plutôt du côté c'est vachement bien. J'essaie d'être objectif, mais vous voyez, il n'arrive pas à être neutre. Bon, donc vous vous intéressez à ce truc-là, puisqu'il y a des papiers qui sont sortis très récemment du côté de chez OpenAI. Vous savez qu'il y a eu tout un tas d'affaires du côté de chez OpenAI. Alors c'est tombé sur eux, mais Anthropic est aussi dans le lot, hein, mais c'est les concurrents d'OpenAI. Ils se sont dit, les misères qui arrivent à OpenAI, ça peut nous arriver à nous, donc on fait des études communes, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des affaires qui sont sorties aux États-Unis, notamment des ados qui ont commis un suicide, un ado qui a commis un suicide, et sa famille s'est rendu compte après qu'en fait il avait discuté avec ChatGPT en lui disant tiens, comment on fait un nœud coulant qui résiste, c'est affreux, c'est horrible, et les parents du coup ils portent plainte contre ChatGPT parce que ChatGPT a aidé. Bah oui, mais c'est sur l'impulsion de l'ado. Oui, mais en même temps, ça aurait été bien que la famille le sache. Ce qu'il avait discuté avec OpenAI, histoire de prendre les devants. Ou je sais pas, quelqu'un, un psy quelque part, machin, une alerte. Bah oui, mais ça veut dire écouter les conversations privées, ce serait pas bien. Et ben voilà, OpenAI vient de se positionner en disant on va lancer un chat GPT pour ados. Alors ce sera presque le même chat GPT qu'on a tous, voilà, avec les différents modèles qui vont se succéder, mais construit dans un environnement à plusieurs. Par exemple, un parent pourra dire je crée un compte ChatGPT avec ChatGPT pour ado, pour mon ado. Alors, il peut se servir de ChatGPT là-bas. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que moi, parent, je vais regarder tout ce que fait mon ado? Non. Ah non, sinon l'ado va pas l'utiliser, vous savez comment ça marche. Non, l'ado pourra utiliser le truc bien entendu, voilà, simplement le parent pourra régler des trucs. Genre après 22h, stop les conversations avec l'ami ChatGPT. Avant 8h, pareil, t'es censé récupérer de ta nuit et préparer tes cours pour le collège. Bref, voilà, on va pouvoir mettre des choses comme ça. Et puis, avoir des retours analysé par l'IA, c'est là où ça va vous diviser, je pense, les amis. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va pouvoir avoir des conversations avec l'ado, se rendre compte que l'ado, il n'a pas parlé de ses problèmes, ses douleurs, son mal-être, ni à ses parents, évidemment. Ses potes non plus, ça fait partie de son mal-être. À l'école, c'est chiant. Un psy, il n'a pas accès à un psy, il n'a pas de pouvoir d'achat, il ne peut pas y aller tout seul, machin truc. À qui cause? À ChatGPT. Si ChatGPT ado voit que l'ado est en train de parler de trucs pas terribles, il peut lancer des alertes. Et là, vous allez me dire, non, ça veut dire écouter ce que fait... Non, c'est une IA qui analyse, c'est pas vraiment une écoute. On va pas envoyer les retranscriptions au FBI papa ou au FBI maman. Bon, mais en même temps, s'il y a des alertes,
eh bien, ce ChatGPT ado, d'une part, va essayer de prendre des précautions. Il y a plein de tests, notamment avec Anthropic, le concurrent, qui se font en ce moment. Est-ce qu'on est capable de détecter que là, ça va pas et qu'il vaut mieux pas aller au bout de cette conversation? Il va essayer de s'auto-stopper, de raisonner un petit peu l'ado en question s'il y a des problématiques. Et puis, ben, il peut faire des alertes et remonter des ados. Papa, maman, je serai vous, m'intéresser au fiston ou à la fille parce que en ce moment, ça va pas fort. Bon, on verra comment tout ça s'articule. Le truc assez... une surcouche de tout ça, c'est que la question peut se poser de comment on va savoir que c'est vraiment un ado ou pas un ado. Comment ChatGPT le sait et à quel âge est-ce que c'est une limite 18 ans comme voudraient le faire les régulateurs européens? Alors, à moins de 18 ans, interdit tout. Après 18 ans, autorise tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça dépend des contenus, ça dépend ce qu'on détecte, etc., etc. Et OpenAI fait un move là-dessus, c'est le papier que je vous montrais en partage d'écran à l'instant, en disant, bah nous, en fait, on va pas demander l'âge des gens. En plus, en Europe, la réglementation nous l'interdirait parce qu'on nous oblige à respecter, à faire des trucs en fonction de l'âge, mais en même temps, on nous interdit de demander l'âge des gens. C'est un peu compliqué cette histoire. Bon, et ben nous, chez OpenAI, on va faire en sorte que l'IA détecte elle-même si ça rentre dans la catégorie ado à aider, même si c'est un ado de 22 ans, ou si ça ne rentre pas dedans. Ils vont avoir une IA qui détecte la position, l'âge de la personne et qui peut s'inscrire dans ce que je vous ai raconté jusqu'alors. Est-ce que c'est une ingérence qui va trop loin de la part de l'IA? Est-ce qu'au contraire, c'est le début des IA responsables en fonction de ce qui se passe, avec une éthique, avec une morale, une IA qui nous guide dans notre éthique et dans notre morale et dans notre psychologie? C'est pas un peu trop futuriste, ça? Ben, c'est peut-être une avancée sympa. Et s'il y a un ado dans le mal-être et qu'on peut le détecter comme ça, pourquoi pas? Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Black Mirror ou progrès souhaitable? Bah, à vous de me dire en commentaire. On est partagé sur la question, mais on va suivre ça de très très près. Puis dès que ça sort, bah, on essaiera d'analyser un petit peu comment ça marche dans le détail, ce truc-là. Ce ne sera pas infaillible au début. On verra bien. Bon, allez, on sort un petit peu de l'intelligence artificielle. Il y en a marre, on parle que d'IA tout le temps sur Renaud Décode, ça suffit. Parlons un petit peu des réseaux sociaux. Du bon vieux web, des réseaux sociaux. De quoi on va parler? Bah, par exemple de YouTube. Bah, bien sûr, vous connaissez YouTube. Vous êtes dessus en train de regarder ses actus ou en train de suivre le live sur YouTube. C'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Renaud Décode en live. Vachement bien. Pourquoi on parle de ça? Bah, parce que YouTube a fait sa conférence, son cycle d'annonces qui s'appelle Made on YouTube. Vous pouvez retrouver des papiers détaillés sur le blog officiel de YouTube. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses, vous irez regarder tout ça. Il y a plein de nouvelles sorties puisque plein de choses ont été annoncées du côté de YouTube. Et ben, pas de bol pour vous, on va encore beaucoup parler d'intelligence artificielle. Évidemment, puisque plein d'annonces de la part de YouTube tournent autour des nouvelles capacités d'IA. Vous le savez, dans la maison Google, il y a une IA générative de vidéo qui est absolument dingo, qui s'appelle VO3, qui permet de générer de la vidéo, voilà, avec du son, avec même des voix, avec tout un tas de trucs dedans. C'est vachement bien. Eh bien, on nous l'a confirmé lors de ce Made on YouTube, cette conférence de YouTube. On va pouvoir avoir de façon totalement intégrée, donc dans les outils de création sur YouTube, de création de shorts, etc., du VO3 accessible directement pour faire ce qu'on veut. Alors, si vous faites une vidéo totalement pompée sur quelqu'un d'autre et juste revampée en VO3, on va vous arrêter sur YouTube. Parce que oui, il va y avoir ça aussi avec de l'IA dans YouTube qui va pouvoir détecter qu'un tel a copié sur l'autre et pouvoir faire remonter des alertes auprès de YouTube en disant tiens, je pense que tu as été copié là-dessus, ou on a repris ta voix, on a changé des trucs, etc., etc. De l'IA pour nous contrôler tous. Bon, pour faire de la modération, Renaud, sois gentil. Bon, ça c'est une chose. Et VO3 en plus pour créer tout un tas de dingueries. Les deux en même temps. De l'IA et de l'IA. De l'IA pour créer, de l'IA pour modérer. Et on va y aller à fond là-dessus du côté de YouTube. On va avoir aussi Ask Studio. Ça, je m'adresse aux créateurs sur YouTube parmi vous, ceux qui font des vidéos comme moi par exemple. Voilà, ben vous allez pouvoir naviguer dans vos stats et dans tout ce que vous propose le YouTube Studio différemment. Là encore, avec une autre IA. Ouais, il y en a partout, voilà. À qui vous allez pouvoir poser des questions. Tiens, dis-moi, quelle est ma vidéo qui a le mieux marché? Tiens, dis-moi, à ton avis, les gens, ça les intéresse sur quoi? Tiens, la miniature, qu'est-ce que t'en penses de celle-ci, machin? Une IA intégrée au créateur, au YouTube Studio, que vous allez pouvoir interroger sur le développement de votre chaîne, etc. Il y a d'autres petites choses qui arrivent, comme par exemple le fait de pouvoir, quand on est créateur, mettre plusieurs titres dans une vidéo, et ça va automatiquement proposer ce titre-là ou
ce titre-là à des gens pour vous dire lequel marche le mieux. Ouais, c'est de l'optimisation de reach, de portée. Ça, c'est plus pour les créateurs. On va avoir aussi des formats dingo, notamment pour le live. Bah oui, je suis concerné, peut-être vous aussi, ce serait pas mal, avec la possibilité de diffuser en live avec d'autres gens, un peu comme sur Twitch, de diffuser aussi en live au format horizontal et vertical en même temps. Sur YouTube, on va pouvoir avoir des lives verticaux. C'est pas des shorts, c'est vertical, mais c'est des lives. Bah les deux, mon capitaine. Ça va sortir également sur YouTube, plein de choses qui arrivent là-dessus, des assistants IA pour vous faire des résumés, etc. Et on va même avoir, quand on est créateur, un petit bouton magique. Alors les premiers testeurs nous disent que c'est magnifique. Moi, j'ai pas pu le tester, il n'est pas encore sorti. Mais une IA, encore une autre, qui va vous permettre de dire, bah moi, j'ai regardé le live de Renaud Décode et j'en extrais automatiquement des YouTube Shorts, donc des formats verticaux courts, bien montés. Tiens, il y a un moment, Renaud, il a parlé de telle actu, bim, et ben je monte automatiquement en faisant des coupes quand je bafouille, là par exemple, voilà, en faisant des trucs, en s'assurant de la cohérence de ce que je raconte et en faisant des super shorts générés automatiquement. Il y a déjà des solutions qui existent là-dessus. C'est pas parfait. YouTube nous dit là, ça va être un bijou. Bah, peut-être que tout le monde va avoir la bonne idée de faire comme Renaud Décode, faire des lives et en déduire des formats courts après. Et c'est ce qu'on fait. Hein. Si vous voyez cette actu en format court, vous avez compris la méta de ce truc-là. Et puis, le doublage. Ça, c'est génial, le doublage multilingue. Alors, certains créateurs, j'ai la chance d'en faire partie, ont déjà des vidéos. Moi, j'upload des vidéos sur YouTube et automatiquement, il y a une voix qui se rajoute, qui n'est pas une synthèse vocale du tout de ma propre voix, qui est une voix générée par l'IA, qui, par exemple, va se mettre en surcouche de ma propre vidéo et qui va dire ce que je dis, mais en anglais. Bon, on sent que c'est du doublage, hein. Comme quand vous voyez à la téloge des mecs interviewés en je sais pas quelle langue, vous entendez un mec qui parle plus fort que lui, qui vous le dit en français. Bah, c'est pareil aujourd'hui ce qui se passe sur YouTube. Attention, level up là-dessus, avec encore de l'intelligence artificielle, et YouTube nous promet un truc de dingo, le fait que toutes les vidéos seront doublées automatiquement dans d'autres langues. Et j'ai bien dit doublées. Avec synchronisation labiale. V'là Renaud qui parle français, je fais une vidéo comme ça, et automatiquement, YouTube va s'arranger pour prendre ma voix, resynchroniser, savoir où se trouve ma bouche dans la vidéo. Tiens, vas-y, YouTube, essaye de jouer avec ça, voilà. Et faire en sorte que ce que je dis en anglais avec ma voix, mais que j'ai jamais dit, c'est l'IA qui va le faire, soit synchronisé là-dessus. Et ben, ce sera gratuit, ce sera intégré à YouTube, et c'est une petite dinguerie révolutionnaire pour tout ce qui est création de contenu, et également équilibre dans le monde. Est-ce que, par exemple, les super créateurs français vont pas trouver une audience magnifique aux États-Unis parce que leur vidéo sera pas juste sous-titré mal automatiquement, mais sera vraiment doublé. On verra ce que ça donne, mais il y a beaucoup de dingueries. Il y a aussi des dingueries côté pub. Il va y avoir de la pub dans les lives, etc., etc. Bref, il y a plein de choses à aller regarder du côté de YouTube, mais comprenez qu'on va rentrer dans un YouTube game qui va être totalement différent et les réseaux sociaux se mettent à la page de l'IA et Google, fidèle à sa réputation qu'on ne lui attendait pas avant la hype de l'IA, il va à bloc. Ils se sont pas posé la question de savoir si leur moteur de recherche Google, leur solution IA allait pas le tuer. Ils y vont à fond sur l'IA, AI Mode, Overview, je vous en parle régulièrement. C'est pas accessible en France, mais ça change le Google de partout. Sur YouTube, on peut se poser la question. Alors, on se la pose depuis un petit moment. YouTube va pas aller avec l'IA, sinon tout le monde va se mettre à faire des vidéos IA. Et si, ils y vont à fond IA sur YouTube. On va surveiller ça et ça va être déployé dans les semaines, mois qui viennent. Mais en tout cas, vos réseaux sociaux à consommer de partout vont radicalement changer. Peut-être des opportunités pour vous aussi, les amis, de devenir créateur, que vous soyez une entreprise ou un particulier, éclatez-vous, amusez-vous, vous allez avoir des super pouvoirs. On va suivre ça de très près, puis je vous tiendrai au courant. Allez, au rang des autres actualités du jour, juste un petit mot qui concerne tout ce qui est vie privée sur le web et notamment avec l'intelligence artificielle. C'est un sujet que j'avais déjà traité ici dans les actus, donc j'y reviens simplement pour vous apporter deux petites informations supplémentaires sur ce sujet. Vous voyez, vie privée et intelligence artificielle, voilà. Quand on utilise l'IA, par exemple, on sait que l'IA était entraînée en lisant plein de bouquins et si on fait des prompts un petit peu malins, on arrive à faire recracher à l'IA exactement
exactement le même bouquin. Eh ben, du coup, droit d'auteur, tout ça, machin, ça ne va pas. Et puis par ailleurs, quand on utilise un chat GPT de OpenAI, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui nous écoutent? Pour des bonnes raisons, peut-être, la lutte anti-terrorisme ou la lutte anti-criminalité de je sais pas quoi. Est-ce que ChatGPT, le gouvernement américain, voilà, a pas obligé, c'était le cas, il y a un projet de loi qui est sorti là-dessus, obliger les IA à écouter quand même ou à analyser ce qu'on dit à ChatGPT, histoire qu'on puisse remonter des alertes en disant hey, FBI, Renaud, il parle de ça sur Renaud Décode. Bon, deux sujets qui ont trait à soit le droit d'auteur, soit notre vie privée. Et ben il y a des nouveautés là-dessus. Vous me direz si ça va dans le bon sens ou pas. La première nouveauté, c'est ça. C'est Google qui a sorti un nouveau modèle qui s'appelle Vault Gemma. Vous irez regarder si le truc vous intéresse, mais c'est intéressant, c'est vrai. Vault, ça veut dire coffre-fort. Il y a un petit symbole de coffre-fort, je viens juste de le remarquer. Donc, en gros, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui, structurellement, de base, est fait pour ne jamais pouvoir vous ressortir un truc sur lequel il a appris. Ni une conversation passée, ni un bouquin avec lequel il aurait été entraîné. Après, attention, les bouquins, quand je parle de bouquins d'entraînement de l'IA, il prend pas tous les bouquins, il les garde avec lui pour les recracher mot à mot. Il n'est pas fait pour ça, c'est pas comme ça que marche une IA. Il s'est servi des bouquins pour apprendre à causer et après il vous cause. Oui, mais on peut tricher un petit peu. Bah là, avec Vault Gemma, donc c'est un des modèles Gemma donc de chez Google, Vault, il est structurellement fait pour ne jamais pouvoir, donc il est privacy by design, donc au niveau de son design, sa façon dont il est fichu, il est forcément privé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rajouté des bruits dans l'algorithme qui fait que même si vous arrivez à le truquer et à lui faire ressortir une citation, il n'arrivera pas à vous la sortir. Tout simplement, il vous dira citation de tel truc, allez voir la source. Voilà. Vault Gemma, il est fait structurellement. Peut-être que tous les modèles d'IA demain seront faits comme ça. Peut-être pas. Il est fait structurellement pour protéger tout ce que vous pourriez confier à l'IA. C'est pas mal. Du coup, on peut lui dire ce qu'on veut. Ça pourra jamais ressortir. Ça, c'est vachement bien. Et il y a quand même un défaut dans la cuirasse, c'est que Vault Gemma, avec ce bruit qui est ajouté de partout, peut-être qu'il est super fiable. Ouais, peut-être. Faudra tester plein de choses et puis il y aura bien des hackers pour aller le pousser dans ses retranchements. Il est aussi méga, il est énorme. En fait, il doit avoir une très grosse taille. En gros, il doit être super balèze pour être un Vault Gemma. Bon, voilà. Donc, on verra. Est-ce que c'est l'avenir des IA? Pour les données privées, ce serait pas mal. Est-ce que, du coup, toutes les IA doivent être gigantesques et on va encore courir je sais pas. Ça va consommer beaucoup, etc. On verra bien. Mais en tout cas, c'est une avancée signée Google avec ce Vault Gemma. Parallèlement, je vous parlais aussi des possibilités qu'ont les IA d'écouter ce qu'on dit et puis pour nous balancer. Hey, il y a Renault qui parle de ça, c'est pas bon. Hein, eh ben, c'est le cas. C'est le cas, hein, vous savez, le gouvernement américain a notamment sorti des lois. D'ailleurs, OpenAI s'était élevé contre ces lois en disant non, mais toutes les conversations qu'on peut avoir avec un chatbot, un assistant IA, faut qu'on puisse brancher un truc dessus pour pas que ça nous échappe. Voilà, on veut pas être piégé, on veut pas se retrouver avec des terroristes qui ont fait leur plan sur ChatGPT et puis le savoir qu'après. Bon, OpenAI avait dit non, hein, vie privée. Bon, et ben là, sachez-le, les données sensibles, notamment sur ChatGPT, pourront remonter. C'est le cas, ça nous a été confirmé là-dessus. Alors, ça concerne des déclencheurs. En gros, on va avoir c'est pas tout à fait une IA, mais c'est un peu comme ça. Une IA du côté d'OpenAI, mais à mon avis, les autres vont devoir s'y mettre. Ils sont tous américains, les autres, ceux qu'on utilise en tout cas, à part Mistral. Bref, ils vont devoir analyser les conversations. Ils vont pas vraiment les lire pour dire attention, si ça parle de trucs criminels, ça remonte. Ça n'a pas de rapport avec vos informations privées. Voilà, si vous dites je me sens pas bien, je pense à commettre un suicide, machin, ça remonte pas. Par contre, si vous parlez de pédocriminalité, de terrorisme et de trucs comme ça, il faut que j'arrête de dire ce mot-là, je vais me faire ban. Là, ça peut remonter aux instances de sécurité du gouvernement. C'est une bonne chose? Bah oui. On va pas laisser des mauvais plans pour nous se fomenter avec les IA. Ou vous êtes sûr? Parce que du coup ça écoute ton conversation. Ça les écoute pas vraiment. Bref, nous en Europe et en France globalement, on est toujours à réglementer des trucs, à interdire des trucs si c'est possible. Les Américains, ils ont pas la même vision des choses. Nous, on va prendre 4 ans à dire on interdit OpenAI parce que machin truc. Bon, eux, ils prennent les devants et ils inventent les lois en marchant. Il va falloir suivre ça de très près parce qu'en gros, ces outils-là sont utilisés par nous.
Donc, est-ce qu'on va être soumis aux mêmes règles et aux mêmes failles potentiellement ou aux mêmes intérêts que ceux des Américains? On va suivre ça de très près. En tout cas, voilà, Volt Gemma du côté de chez Google et OpenAI qui clarifie un peu sa position de ouais, ça peut remonter quand vous discutez avec ChatGPT. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Allez, cette fois, on va vraiment dans les réseaux sociaux et promis. C'est faux, j'ai croisé. Voilà, promis, on parle pas d'intelligence artificielle dans cette actualité-là, perdu. Ça parle de Reddit. Moi, je voudrais vous encourager vraiment à aller voir du côté de Reddit. C'est un réseau social, hein, voilà, très particulier, un mélange de... comment je peux vous dire ça si vous ne connaissez pas? Un mélange de Wikipédia, de forums et de réseaux sociaux et de Twitter, et un mélange assez unique, Reddit, qui n'est pas du tout couru en France. Voilà, personne va sur Reddit. Ah si, il y a des niches, les geeks, ils vont sur Reddit, et il y a d'autres niches, les journalistes, etc. Il y a des pépites à trouver en termes de contenu, de partage de vraies infos, de debunk, d'experts qui vont s'y exprimer. Vraiment, Reddit, c'est génial. Si vous n'y êtes pas encore, allez-y. À titre de personnel pour aller découvrir des tas de choses. À titre professionnel aussi, allez-y. D'autant que si vous êtes une boîte experte en je sais pas trop quoi, en menuiserie, vous aurez tout intérêt à aller participer aux conversations Reddit qui parlent de menuiserie. Bah si, ça peut permettre de rencontrer des gens, pourquoi pas faire du business. C'est pas le but, mais le but c'est plutôt de partager des informations. Tiens, moi je fais des chanfreins comme ça, c'est vachement mieux. Très bien, ça met en avant votre expertise. D'autant que Reddit vient de sortir ce truc-là, un Reddit Business. Voilà, enfin ça fait un moment que c'est dans les cartons, mais c'est en redéploiement. Reddit Business, qui va vous permettre d'avoir un compte professionnel sur Reddit et de pouvoir du coup analyser vos statistiques, voir la portée des choses. Donc c'est une raison de plus pour vous y intéresser. Et pourquoi j'ai croisé les doigts tout à l'heure? Bah oui, parce qu'il y a de l'IA derrière tout ça. Vous le savez peut-être, mais je vous le redis si c'est pas le cas, Reddit est très utilisé. C'est clairement le réseau social, le fournisseur de contenu préféré des intelligences artificielles quand on les forme, parce que Reddit, c'est plein de contenu original, écrit par des vrais gens. Voilà, donc c'est pas en poulet, avec un style, machin truc. Non, c'est écrit par plein de styles différents, et ça raconte des vraies choses, et ça donne des vraies informations, et il y a des vraies conversations. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire à l'IA qu'on veut entraîner. Et donc Reddit est très exploité par toutes les grandes IA aujourd'hui pour leur entraînement. Ça veut dire que si vous apparaissez dans Reddit, si vous êtes un publicateur régulier de Reddit, bah c'est sûrement votre papier sur les chanfreins, je ne sais même pas ce que c'est, je sais pas ce que je raconte, d'experts en menuiserie qui seront utilisés pour l'IA de demain, et peut-être en source également. Et vous voyez, l'intérêt est double. Et puis en plus, Reddit se porte super bien, hein, ils font de l'explosion en bourse comme c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tous ces partenariats avec les IA, chez Reddit, ils ont eu la bonne idée de les monétiser. Ils ont passé des accords de licensing avec les IA. Ils sont allés voir OpenAI, ils sont allés voir Google en leur disant vous allez nous filer X millions. Alors c'est 60 millions de dollars par an pour Google, 70 millions de dollars par an pour OpenAI. Ils ont fait le tour de toutes les crémées en disant on a un contenu de qualité qui est fait par les gens sur Reddit. Si vous voulez continuer à y avoir accès, vous nous payez des millions tous les ans. Et donc, ils ont inventé un nouveau système de rémunération pour les contenus qu'on fait manger aux IA. Attends, nous aussi on veut être rémunérés. Vous avez tout à fait raison. Et Reddit est aussi super fort là-dessus. Je vous en ai parlé il y a quelques émissions, mais je vous le redis, ils sont à l'origine, entre autres, c'est pas que eux, avec d'autres, de RSL, Really Simple Licensing. Un petit format de fichier tout bête. Bon, il faut définir le format. Il est vraiment pas compliqué, mais c'est plus la logique qui est derrière qui est intéressante. Reddit a dit on va inventer ce truc RSL qui fait qu'en fait tous les éditeurs de sites web, tous ceux qui produisent de contenu sur Internet vont pouvoir mettre un petit fichier à la racine du site web pour parler aux IA. Dire tiens, si tu me cites en source, alors tu me dois 3 centimes à chaque fois. Voilà, ce sera dans ce petit fichier. Est-ce que les IA vont suivre ou pas? En fait, Reddit a réussi à les faire plier sur le fait de leur filer des millions pour exploiter les contenus. Pourquoi pas aussi là-dessus? Donc, on a peut-être un nouveau web qui se réinvente, et Reddit, à tous ces titres-là, donc je viens de vous décrire, a une place prépondérante dans le web de demain, qui est déjà en construction aujourd'hui, à la mode intelligence artificielle. Intéressez-vous à Reddit, à titre personnel, à titre d'entreprise, pour ce RSL
celle qui va peut-être vous permettre de monétiser ce que l'IA va faire de vos propres contenus plutôt que de vous piller, et parce que être un producteur de contenu sur Reddit vous donne des grandes chances d'être dans les IA demain, puisqu'ils adorent manger Reddit. Bref, j'espère que je vous ai bien vendu le truc, c'est pas sponsor, mais je vous aurais incité clairement à le faire. Et on termine, comme j'aime bien, cette revue des actus avec de la robotique, parce que oui, on parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, YouTube, Reddit, etc. On parle des IA avec des modèles qui sortent tout le temps, on va y revenir dans l'émission live de Renaud Décode, mais le coup d'après, c'est les robots. Voilà, et il faut se tenir prêt. Hein. Il y a la vague de l'IA. Attends, déjà, on va tout boire, on va tout digérer. La vague de la robotique, on verra après. Non, on verra pas après parce qu'elle n'attend pas. Ici, on est du côté de Figure. Alors, c'est un des gros acteurs en devenir de la robotique humanoïde, avec bien sûr Tesla et son Optimus, avec Unitree. Voilà, il y a plein de boîtes qui se mettent à bloc dans les robots. D'ailleurs, il y a un bruit qui court nous expliquant que OpenAI serait de retour dans la robotique, peut-être. Pour l'instant, ils font que de l'IA. Ils ont laissé tomber leur département robotique depuis un moment. Il est en train de se restructurer. Pourquoi? Pour qui? Pour eux-mêmes? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, les choses avancent très vite. Et les amis, il y a du pognon. Et quand il y a du pognon, ça avance encore plus vite. Ah, mais c'est pour remplacer des emplois. Eh oui, mais il faut voir tout ça arriver. Et il devient urgent de se demander ce qu'on va faire de tout ça. Ici, c'est Figure 01. Figure 01, c'est le nom un des modèles de robot. Figure AI, Figure, je devrais dire, qui vient de lever plus de 1 milliard de dollars. Alors nous, on est super contents quand nos licornes Mistral deviennent des décacornes, à lever des fonds et à valoriser. Eh ben, 1 milliard de dollars pour Figure AI, qui est très très ambitieux et qui promet de pouvoir, ils ont déjà lancé les usines de production massive, de pouvoir créer à l'échelle 100 000 robots humanoïdes rapidement et les produire à la chaîne comme on produit des voitures. C'est exactement ce que se dit aussi Elon Musk chez Tesla. Voilà, notre Optimus, il sera plus vendu, il sera plus vendu dans quelques années que nos voitures chez Tesla. L'activité principale en devenir, c'est celle des robots humanoïdes. Ça vous dit que les choses avancent très très vite là-dessus. Alors on a aussi des expériences chez nous en France, hein, rassurez-vous. Par exemple, l'entreprise de notre ami Luc Julia, qu'on aime tant, hein, qui est tellement le pape de l'intelligence artificielle, chez Renault, parce que c'est l'employeur de Luc Julia, je regarderai ce qu'il fait quand même de ses journées, eh bien on a ça. Bon, c'est un peu moins... Bon, allez, je suis d'accord. Il fait un bruit, on dirait que c'est Terminator qui déboule. Il est un peu moins sexy, mais il a son intérêt. Il s'appelle Calvin 40, celui-là. Et il est en cours de déploiement dans les usines Renault. Et c'est assez intéressant. Alors, il nous vient d'un constructeur qui était spécialisé dans la médecine. Vous le voyez un petit peu, je vais vous le laisser. Voilà, c'est Vandercraft. Vandercraft. Au départ, c'est un robot qui est fait pour être un exosquelette médical. C'est-à-dire qu'on se met dedans. Vous voyez, il a des hanches super larges, c'est pour se mettre à l'intérieur. Et puis, en fait, ils ont fait évoluer le truc. Et là, ils sont en train de le tester comme étant des robots autonomes dans les usines Renault. Donc, vous dites pas tout ça, c'est que en Chine ou c'est dans un monde de science-fiction. Non, c'est aussi chez nous. Bon, je sais pas si on peut rivaliser, mais on verra. Et chacun fait son chemin. Et il y a, je termine là-dessus, un sujet vraiment hyper important qui, en termes d'analyse de ce qui va se passer demain, la futurologie, la prospective, appelez ça comme vous voulez, nous dit beaucoup de l'avenir de cette robotique humanoïde. Parce que certes, la robotique elle est dans l'industrie depuis très longtemps. La robotique humanoïde, on voit qu'on est en train de franchir un seuil supérieur parce que c'est des robots adaptés aux environnements humains. Donc pour nous remplacer dans l'industrie. C'est pour ça qu'ils sont humanoïdes. Ne cherchez pas beaucoup plus loin. Oui, mais il y a quand même des choses en termes de dextérité, par exemple, qu'il ne pourra jamais faire. Et donc, il ne va pas rentrer dans les foyers et il ne pourra pas faire tous les boulots dans l'industrie non plus. Il fera que les trucs mécaniques. Non, non, non. Il y a plein de choses qui avancent et même des grandes universités, il faut être des grandes universités, mais font des avancées dingos sur les mains. Et c'est ça qui est important. Quand vous vous dites qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de sciences qui sont mises pour générer des mains, donc ça c'est des travaux universitaires aux États-Unis, c'est l'université de Caroline du Sud, si je me gourre pas, ils ont réussi à créer des mains absolument dingos qui
elle aussi, imite beaucoup les mains humaines. Alors jusqu'à présent, on avait les pinces, donc ça permet pas de tout faire. Là, on a des mains qui vont être capables de ressentir sur le bout des doigts, qui vont être capables de sentir la pression, est-ce qu'on appuie plus ou moins fort sur un bouton, sur quelque chose, etc. Qui seront capables de comprendre, de capter, c'est déjà le cas dans ces expérimentations, ils savent faire tout ce que je vous dis, de capter le poids de pression qu'on met ou le poids qu'on a sur le doigt. Ils sont aussi capables de détecter tout ce qui est thermique, voilà, les échanges de chaleur ou froid, voilà, de dire oh là je sens même avant le contact avec le doigt, mais c'est comme les humains. Ouais, on commence à construire des mains robotiques aussi balèzes que les humains, pouvoir savoir que ouloulou, attention, on approche d'une source de chaleur ou une source de froid. Bah, c'est peut-être la porte ouverte à figure dont je vous parlais tout à l'heure, à Tesla et Optimus, à Unitree et ses robots, à avoir demain des robots qui vont être capables de faire des choses de finesse dans les industries, être soudeur par exemple. Aujourd'hui on peut pas, mais ouais, peut-être on pourra, de faire du travail de précision, d'être cuistot, etc., etc., et probablement d'arriver dans nos foyers. Oui, vous pouvez vous dire, j'ai vu l'épisode de Black Mirror, ça c'est plutôt du 2284 comme année, je serai plus là. Non, c'est en train d'arriver tellement vite qu'on aurait tort de pas s'y préparer dès maintenant, hein, à l'heure de la taxe Zuckman, etc. Si demain on a une entreprise qui a que des robots, ils sont partis où? Les charges sociales, les salaires, l'emploi et tout ça. Peut-être qu'on devrait y réfléchir dès maintenant. C'est pas peut-être, c'est sûr. Voilà pour les actus du jour. Il y avait beaucoup de choses super intéressantes. Je suis ravi de vous les avoir partagées. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous rebondirez en commentaire sur tout ça. Parce que vous voyez, il y a des dingueries à tester, à réinventer, à attendre avec impatience, à redouter un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Venez nous retrouver en live. Renaud Décode, c'est d'abord une émission live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur YouTube Live. On attend avec impatience les nouvelles fonctionnalités de YouTube pour en profiter pleinement, sur Twitch également, et sur TikTok Live également, sur X, sur Facebook, etc. J'en profite pour vous dire que vendredi 19 septembre, il y aura une émission spéciale si vous voulez profiter de plein de choses qu'on a à vous proposer pour faire votre step-up dans l'intelligence artificielle, pour passer un bon moment. Bah, c'est une émission qui sera festive le vendredi 19, donc si vous pouvez être là au rendez-vous en live, bah, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans la petite famille de Renaud Décode. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu, et à très bientôt pour la prochaine, après vendredi prochain. Mais si vous avez la possibilité d'être là en live, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt sur Renaud Décode.